Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, spécial éloquence dans la quotidienne à l'occasion du grand oral du bac. On va en parler avec un invité de choix, le prof d'éloquence qu'on aurait tous rêvé d'avoir, même quand il fait les gros yeux, l'avocat Bertrand Perrier. L'anti-sèche d'Amal Laoui, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, eh bien, c'est justement ce grand oral du bac. Amal vous dira tout de l'an 2 de cette épreuve. L'heure de la récré, bac toujours, mais côté prof, on va parler correction. Et puis enfin, Marie-Olivier va nous rejoindre pour son cours particulier et un petit tour d'horizon d'initiatives qui mettent le théâtre sur le devant de la scène. La quotidienne de School TV, c'est parti. Notre rendez-vous majeur n'a jamais aussi bien porté son nom. Grand oral. Son confrère et ami Maître Bonan dit de lui, je cite, qu'il est un sourcier, un magnéticien, qu'il fait naître la parole chez ses élèves et leur en donne le goût. Eddie, qui fut justement un de ses élèves, le voit en personnage de dessin animé. Bertrand, c'est Tortue géniale dans Dragon Ball. Il peut être brutal, mais c'est pour mieux nous aider à repousser nos limites. Bertrand, c'est Bertrand Perrier, avocat, auteur de plusieurs ouvrages sur l'éloquence. Vous l'avez sans doute découvert dans le film à voix haute autour du concours Éloquentien. On vous rafraîchit la mémoire. Je te jure qu'on va y arriver. On n'est pas loin du tout. Demain, la tête haute, je marcherai fier. Non, 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 c'est à chier. C'est nul, c'est parfaitement nul. Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire, je vais me lever et puis je vais le faire. La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Avant, quand on voulait manifester son attachement à la liberté d'expression, on disait « Je suis Charlie ». Maintenant, à partir de ce soir, je dirai aussi « Je suis Sonny ». Voici venue l'heure du jugement dernier. Est-ce que vous êtes prêts à leur faire un triomphe ? Bertrand Perrier, bonjour. Bonjour. Vous, à l'instant, je dis les secrets, hein, Oui. vous avez dit je ne ferai plus ça aujourd'hui. Au moment où on vous voit être un petit peu rude avec un élève. Oui, alors d'abord, je suis rude avec cet élève parce que je crois qu'à ce moment-là, et tel que je le connais, je pense que ça va lui faire du bien. Mais c'est vrai que le montage donne l'image que la première réponse que j'ai est une réponse un peu dure. Ouais. Mais après tout, finalement, l'enseignement de la parole, c'est ça qui est difficile en classe, parce que la classe est nécessairement un groupe un peu large, et c'est difficile d'enseigner la prise de parole parce que c'est chaque individu qui est une situation à part entière et particulière. Et dans le groupe classe, inévitablement, il y a encore plus de disparités que dans les mathématiques ou la philosophie. On va évidemment parler éloquence avec vous, on va parler prise de parole en public. Ce qui m'a surpris en vous lisant, c'est que vous disiez que le premier ami du bon orateur, finalement, c'est la lecture et c'est le dictionnaire. C'est pas d'être capable de parler, c'est déjà de s'intéresser à la langue. Et ce qui nourrit la parole, c'est la lecture. C'est la lecture qui permet d'abord de se nourrir des idées des autres, de l'imagination des autres, du vocabulaire des autres, et ça nourrit nécessairement la parole. Le deuxième, c'est d'être capable de structurer son propos, d'articuler sa pensée avant d'articuler tout court. Oui, parce que parler, c'est d'abord avoir quelque chose à dire, c'est d'abord un message, et un message, s'il est structuré, c'est beaucoup plus facile à la fois pour celui qui le délivre et pour celui qui l'écoute. Et d'ailleurs, l'un des critères du grand oral, c'est la capacité à structurer son argumentation. Parce que c'est quelque chose qui sert dans la vie. J'ai lu, j'ai structuré, j'ai pas encore ouvert la bouche. Avant d'ouvrir la bouche, il faut que je m'intéresse à mon corps oui, et à ma voix. Il y a une notion de posture. C'est aussi un corps qui parle, et donc c'est une gestuelle, c'est un ancrage au sol, c'est une respiration, c'est un regard, c'est une posture. Et le regard, d'ailleurs, vous insistez énormément là-dessus. Mais oui, parce que c'est dans le regard de l'autre que je trouve un répondant qui va me permettre d'adapter ce que je dis. Si je suis face à un professeur qui fronce les sourcils, qui manifestement n'est pas convaincu, je vais pouvoir adapter ce que je dis. J'ai cité le fait que vous aviez écrit plusieurs ouvrages. Je n'ai pas montré le dernier, qui s'appelle « Sauf qui parle, quand la parole change la vie, c'est chez Lattès ». Et justement, alors, c'est à la fois des portraits de personnages dans des registres extraordinairement variés. Hein. Il y a Lizarazu pour le sport. Gabriel Attal pour la politique. Voilà, Guillaume Meurice. Un psychanalyste, Guillaume comédien. Voilà. Et donc, tous me racontent comment eux ont vécu leur rapport avec la parole, soit très paisiblement, soit très difficilement. Et à chaque fois, et c'est le regard qui m'y faisait penser, vous donnez quelques petits conseils pédagogues, et notamment vous dites « regarde-moi », le regard essentiel dans la prise de parole en public. Vous proposez aussi des petits jeux
il y en a un qui me faisait amuser, c'est la description à mots interdits. Ah oui, parce que On va faire jouer Amal, vous allez voir, elle adore jouer. Oui, certainement, mais c'est juste un jeu qui permet justement de varier son lexique et de se dire j'ai un mot que je ne peux pas employer alors qu'il serait tentant. Si je dois décrire la Joconde et qu'on m'interdit le mot portrait, il faut que je dise autre chose et que donc je vais essayer d'aller chercher autre chose Amal, dans mon vocabulaire. Elle me déteste à l'instant, là, si elle pouvait me frapper, elle le ferait. Amal, la Joconde sans employer tableau, sourire et femme. Ça, je ne sais pas. Ah non, là, il est méchant, ce garçon. Je ne sais pas, c'est une œuvre. Justement, vous aviez droit à portrait, puisque vous n'avez pas droit à tableau. Vous avez Renaissance, vous avez Louvre, vous avez Mystère, vous avez plein d'autres choses, mais vous avez les mots les plus importants qui sont interdits. J'ai été prise de cours là. Ouais, je suis absolument désolée. Il me faut de la désolé. préparation, moi c'est comme pour le grand oral des élèves. Anti-sèche, c'est pas pour rien que ça s'appelle l'anti-sèche. Vous allez voir, elle est brillantissime sur les anti-sèches. Et le tout sur fond, et non pas le fou sur ton, de confiance en soi. Mais ça s'apprend pas, ça s'acquiert pas, ça s'apprend. C'est l'œuvre d'une vie. Oui, c'est l'œuvre d'une vie, mais précisément, ça s'apprend très jeune. Et donc, en réalité, pour moi, le grand oral, qui est évidemment une merveilleuse épreuve parce que ça symbolise l'importance de l'oral, non pas seulement dans l'éducation, mais dans la vie, parce que c'est une compétence pour la vie entière que de savoir s'exprimer en public. Dans notre monde, on est jugé sur notre capacité à prendre la parole en public. Il est donc normal que l'école insiste là-dessus, plus jeune, parce que c'est là que les confiances en soi naissent. Alors, je vous fais un coup de langage non verbal, que l'école insiste là-dessus, elle insiste quand même pas des masses. On est sur un enseignement qui reste largement tourné vers l'écrit. Oui, bien sûr, mais cette épreuve, elle a une valeur symbolique. Elle a une valeur symbolique parce qu'elle manifeste l'importance de l'oral, non pas de l'oral tel qu'il était conçu avant, comme le fameux oral de rattrapage, mais un oral où on choisit son sujet et on choisit d'argumenter et de véhiculer ses idées, c'est-à-dire une épreuve où on est adulte. Alors justement, le grand oral, l'anti-sèche, Amal Laoui. Amal, bonjour. Rebonjour Emmanuel. C'est la dernière épreuve du baccalauréat. Ce grand oral, il débute le 20 juin. Oui, c'est ça, il se termine le 1er juillet. Alors c'est une toute nouvelle épreuve depuis la réforme du bac. On le rappelle, le diplôme du bac est désormais constitué à 40% du contrôle continu et à 60% des notes obtenues aux épreuves, dont le grand oral. Et l'épreuve orale de terminale est l'une des 5 épreuves terminales de l'examen du baccalauréat. Elle est obligatoire pour tous les candidats. Et cette épreuve, on le rappelle, elle est très très importante. Le coefficient est élevé. 10 pour le bac général et 14 pour le bac technologique. Bertrand Perrier a commencé à vendre la mèche, mais on peut rappeler les objectifs du grand oral tels que formulés par l'Éducation nationale. Alors l'épreuve du grand oral a été conçue pour permettre au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole au public de façon claire et convaincante. Et durant cet oral, l'élève doit utiliser les connaissances liées à ses spécialités pour démontrer ses capacités à argumenter. Il doit aussi montrer la maturité de son projet de poursuite d'études et aussi de son projet professionnel. Ça dure 20 minutes, c'est ça ? Ça dure 20 minutes. Avec 20 minutes de préparation. Avec 20 minutes de préparation. Alors, le lycéen présente au jury 2 questions qui portent sur ces 2 spécialités préparées avec ses professeurs pendant l'année. Cet oral est donc présenté devant un jury. Il est composé de 2 professeurs, dont un qui enseigne l'une des spécialités du candidat et il choisit l'une des 2 questions. Et ensuite, le déroulement est assez codifié. Il y a 3 temps. Oui, il y a 3 temps. Alors, une valse en 3 temps. Minutes, le candidat présente la question choisie et y répond. Le jury évalue plusieurs choses, donc son argumentation, on l'a dit, et ses qualités de présentation. Pendant son exposé, le candidat est debout, mais il a quand même le droit d'utiliser les notes qu'il a prises pendant ces 20 minutes de préparation. Ensuite, pendant 10 minutes, il y a un échange entre le jury et le candidat. Le jury va évaluer ses connaissances et sa capacité à argumenter. Ce temps d'échange permet à l'élève de mettre en valeur ses connaissances liées au programme de la spécialité suivie en classe de première et de terminale, sur laquelle repose la question à présenter pendant la première partie de l'épreuve. Et donc les 5 dernières minutes ? C'est un échange avec le jury. Alors le candidat, il montre que la question traitée a participé à la maturation de son projet de poursuite d'études et de son projet professionnel. Le jury va faire attention à la fois à la solidité de ses connaissances, à la capacité de l'élève à argumenter et à relier les savoirs, à son esprit critique, à son expression, à la clarté de son propos, à son engagement dans sa parole et à sa force de conviction. Ça fait un peu peur, non ? Oui, cette épreuve peut faire un petit peu peur aux élèves puisque la prise de parole en public est un exercice difficile
difficile, stressant. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question pareille. Mais oui, en public. alors que vous êtes d'une éloquence redoutable et d'une culture encyclopédique. Eh bien, même si cette épreuve doit valider les compétences oratoires et les connaissances de l'élève, eh bien, c'est avant tout une rencontre. Et cet échange, eh bien, il se passe normalement dans la bienveillance. Ouais, je devais manquer totalement de bienveillance, je suis absolument confus. Bertrand Perrier, je disais en rigolant Valsa 3 temps tout à l'heure, c'est une question que je ne sais absolument pas comment caser dans cette émission, mais que je vous pose quand même. Vous mentionnez régulièrement le fait que vous adorez le piano. Oui. Vous êtes monomaniaque, dites-vous, je cite de mémoire, C'est vrai. Chopin. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Quelle place, parce que c'est un moment de silence, enfin, c'est un moment d'expression musicale, bien évidemment, mais c'est un moment où vous-même, vous rentrez en soi. Quelle place ça occupe dans votre vie ? Ah, ça occupe une place absolument considérable, puisque vous me posez la question. Ouais. Je fais partie du conseil d'administration du Nohant Festival Chopin, qui a encore lieu profitons-en. jusqu'au fin juin à Nohant, dans le domaine de Georges Sand, où il vivait absolument. l'été avec Chopin et toute une galerie d'artistes, et où Chopin a écrit ses plus grandes œuvres, et elles sont jouées chaque week-end de juin et en juillet par les plus grands interprètes du monde entier, dans ce Berry profond. Mais ça, c'est Bertrand Perrier, passionné par la musique. Mais vous, quand vous jouez ? Ah, je joue pas. Ah, vous jouez pas ? Non, j'ai trop de respect pour les œuvres, pour les jouer. D'accord, Parce que vous ne les abîmez pas ? Nul. Non, vraiment D'accord. pas. Ah, c'est une passion, C'est une passion silencieuse. d'auditeur et silencieuse. Absolument. Il en fallait une chez vous. Mais oui, c'est ça. Pourtant, ça a commencé comme ça. Vous allez voir. Suite du grand oral. La parole s'est invitée dans ma vie et en a changé le cours du tout au tout. Ça n'était ni prévu, ni voulu, ni organisé. J'étais avocat, mais ne plaidez pas, jugeant l'exercice futile et vain. Par défi, j'ai passé un concours d'éloquence. Sujet, avez-vous quelque chose à déclarer ? Un autre, faut-il ouvrir la cage aux oiseaux, etc. Finalement, vous y prenez goût. Donc, vous parliez du silence il y a quelques instants, Bertrand Perrier. Ça, pardon, c'est un extrait, c'est le tout début, d'ailleurs, de Sauf qui parle, qui est sorti chez Lattès. Au début, vous ne vouliez pas parler ? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, je n'avais eu aucune formation à l'expression orale avant l'école d'avocat. Ouais. Et je détestais ça. Et même débutant avocat, je redoutais l'épreuve de la plaidoirie. Et c'est petit à petit... Et vous la fuyez même, Je la d'ailleurs. fuyais, et même je la détestais, comme la plupart des Français d'ailleurs. C'est normal d'avoir le trac, c'est normal d'avoir peur quand on Pourtant, vous prend la aviez un parole en parcours de public. super bon élève, si je me souviens bien. Oui, mais c'était un bon élève d'écriture, puisque C'est ça. à l'époque, les critères d'évaluation étaient quasiment exclusivement écrits. J'ai passé l'oral du bac de français, ensuite j'ai eu le bac du premier coup, donc j'ai pas passé d'épreuve de rattrapage. Je suis entré à Sciences Po, c'était sur des écrits. Enfin, je veux dire, c'était très tard pour moi l'oral. Et Sciences Po, à la fin, il y a le grand oral quand même déjà. Oui, mais c'était pas très important. Après, j'ai passé le grand oral de l'ENA, que j'ai raté assez brillamment, je peux dire, devant Jean Castex. S'il me regarde, je lui dis que je me souviens peut-être pas, mais qu'il a joué un rôle important dans mon existence il y a 30 ans, mais que je ne lui en veux plus, mais qu'à l'époque c'était compliqué. Plus. Donc voilà, c'est vrai que l'oral était le parent pauvre, et je me réjouis qu'avec ce grand oral, on rééquilibre enfin les choses. Un tout petit mot pour pas confondre les choses, parce qu'on s'imagine tous avoir passé de l'oral, le cas échéant, avoir fait preuve d'éloquence, mais parce que les oraux dont vous parlez là sont finalement, c'est de l'écriture oralisée quelque part. Mais Enfin, ce n'est pas ce que exactement. vous appelez de l'éloquence. C'est quoi la différence en fait ? La différence, c'est que d'abord, dans les oraux qui sont en réalité des questions de cours, C'est ça. on réciterait son livre, que ce serait pareil. En réalité, ce que j'aime dans l'épreuve du grand oral, c'est qu'elle prépare vraiment à la parole telle qu'on l'aura dans la vie. C'est-à-dire pour un entretien d'un stage, pour un entretien d'embauche, pour entrer dans l'enseignement supérieur, parce que c'est quelque chose où on vous demande votre avis de citoyen sur des questions de société, des questions professionnelles. C'est une épreuve aussi où vous êtes moteur, c'est-à-dire que vous arrivez avec vos idées, avec la nécessité de les exprimer. Vous le disiez de façon simple, claire et convaincante. C'est pas du tout une épreuve théâtrale. On ne demande pas une épreuve avec des effets de manche. C'est vraiment, dites-moi simplement ce que vous avez sur le cœur. La bonne tonalité, je dis pour les élèves, c'est vous êtes invités chez des parents, des amis de vos parents que vous ne connaissez pas. Vous êtes invités chez des amis de vos parents que vous ne connaissez pas. Eh bien, vous vous exprimez ni jogging, ni smoking. Simplement, vous êtes un jeune de 17, 18 ans et vous exprimez vos idées parce que vous en avez. Il faut absolument s'engager et s'engager sans réserve. Je vous cite de nouveau, ne pas rester spectateur, prendre sa part dans l'œuvre collective pour, à tout le moins, selon la formule d'Albert Camus, éviter que le monde se défasse. Voici ce dont la parole m'a sauvé. Donc vraiment, cette idée de on se dissoit, en fait. Oui, bien On sûr. construit à travers cet exercice. Et c'est une épreuve dont l'élève est moteur. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il y a eu évidemment un retour sur la première année du grand Qui a oral. été très particulière, parce que préparation Qui a été troublée par la évidemment pandémie. très particulière, elle a été très perturbée dans sa préparation, mais il en ressort plusieurs choses.
La première chose, c'est que les élèves sont très demandeurs de l'épreuve, presque plus que les professeurs. Dans les organisations qui sont consultées par le ministère, le retour, c'est que les élèves aiment cette épreuve. Il y a une deuxième chose, c'est que cette épreuve est une épreuve qui rapporte des points, pardon de le dire, mais ce qui peut rassurer le plus les élèves, c'est la moyenne de l'épreuve 2021. La moyenne de l'épreuve 2021, c'est 14. Et donc, le grand oral est une épreuve qui a été plutôt bien notée, et même si elle a été préparée de façon chaotique, elle a quand même été suffisamment bien préparée pour avoir 14. Et la dernière chose, c'est que contrairement à ce que l'on craignait, il n'y a pas de disparité géographique ou sociale dans la notation du grand oral. C'est ce que vous dites, c'est un égalisateur social, je vous cite de mémoire, mais je crois que votre mot n'est pas très éloigné de ça. En réalité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence de moyenne, ville, campagne, classe aisée, classe moins aisée, et donc ça n'est pas une épreuve qui est si discriminante socialement qu'on l'avait dit au démarrage. Vous avez une vie extrêmement remplie, vous aviez une vie extrêmement remplie avant cette rencontre avec l'éloquence, avant le film de Stéphane de Freitas et Lajli à voix haute. Qu'est-ce qui vous amène à un moment à basculer, à consacrer autant de temps à Eloquentia, à aller en Seine-Saint-Denis, enseigner l'éloquence? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, on ne me l'a jamais appris. Et je l'ai appris sur le tas, et je l'ai appris de façon très lente, très empirique et probablement très imparfaite. Et donc, m'étant familiarisé petit à petit aussi grâce à mon métier, j'ai eu envie de transmettre ça. Parce qu'un savoir, si on le garde pour soi, ça ne sert à rien. Donc, un côté, rendre ce qu'on vous... non, rendre rien du tout, on ne vous l'avait pas donné, en fait. Rendre ce qu'on ne vous a pas donné, en fait. Oui, mais éviter qu'ils perdent le temps que j'ai perdu. Et c'est formidable parce que j'enseigne. Bien sûr que l'enseignement est important, mais c'est aussi le prétexte à des rencontres humaines, surtout autour de la parole. On n'enseigne pas la parole comme on enseigne la trigonométrie. La parole, c'est quelque chose d'intime. Allez, on s'est brouillé avec tous les profs de trigo. C'est pas grave. J'étais déjà assez brouillé. Ouais, c'est ça. Allez, on va prendre une petite récré. Une grande respiration. La récré. Et pour la récré, nous retrouvons Amal, une récré avec une enseignante qui nous parle de ses corrections du bac. Et oui, et lorsque l'on corrige des copies du bac, on a parfois de bonnes surprises, comme nous l'explique cette professeure. Regardez. L'élève m'a mis une claque. Cette année, je corrige les copies de bac et je suis tombée sur une copie plus que parfaite. C'était tellement bon, même moi en 3 jours, j'aurais pas fait mieux. Maintenant, j'ai un regret immense. Les copies de bac, c'est anonyme. Et cet élève, je le connaîtrai jamais et je pourrai jamais lui dire à quel point il est génial. Nous, les profs, on passe notre temps à dire ce qui va pas. Moi, j'aimerais bien féliciter un élève pour lui dire que tout va bien et que ce qu'il a fait, mais c'est de la top qualité. Un compte TikTok, Amal, qui s'appelle tout simplement Conseil de prof. Oui, dans lequel cette professeure nous parle de son métier et elle donne des conseils à ceux qui veulent se lancer dans l'enseignement. Alors, comment se déroulent les corrections des copies de baccalauréat pour les professeurs? Alors, il faut savoir déjà que n'importe quel professeur enseignant au lycée et de préférence en terminale peut recevoir une lettre de l'Éducation nationale lui demandant de corriger les épreuves ou d'assister aux oraux, parfois même de faire les deux. Et tous les professeurs n'ont pas le même nombre de copies. Les professeurs de philo, par exemple, beaucoup moins nombreux, ont par exemple beaucoup plus de copies à corriger, des corrections qui prennent plus de temps qu'une copie de maths, par exemple. La philo qu'on a... On était déjà brouillés, de toute façon, donc c'est pas grave, c'est perdu. On peut passer une demi-heure sur une copie de philo, d'ailleurs, et la philo qu'on a longtemps passée en première épreuve, justement pour laisser le temps, c'est ça. Plus de temps à la correction. Combien ils sont pas très bien payés, mais ils sont payés quand même, les profs. Ils sont rémunérés, 5 € la copie, quand on sait qu'on passe à peu près une demi-heure par copie, c'est pas énorme. Voilà, je nous ai réconciliés, ils sont pas très bien payés, les profs de maths. Écoutez-nous quand même un petit peu. Avec la réforme, avec le nouveau bac, il y a aussi du changement pour les professeurs avec les épreuves de spécialité qui, il y en a 2, pèsent 32% de la note finale. C'est pas rien quand même. C'est ça. Et ces épreuves ont été décalées à cause du Covid. Elles devaient initialement se tenir en mars. Elles ont finalement eu lieu les 11, 12 et 13 mai derniers. Et les professeurs retenus pour corriger les épreuves de spécialité du bac ont pu bénéficier de quelques jours d'absence. Les enseignants avaient jusqu'à début juin pour la correction. Sauf que cette période où les cours continuent pour les élèves... cette période, elle continue pour les élèves des lycées. C'est donc pour cette raison que les professeurs ont pu bénéficier de quelques jours d'absence. Oui. Voilà, une mise en place un petit peu compliquée. Un petit peu compliquée pour cette première. Mais ça a fonctionné. Amal, merci beaucoup. Suite du Grand Oral, on retrouve Bertrand Perrier. Il est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il enseigne la prise de parole en public. Il a publié plusieurs ouvrages. Allez, je vais les citer. La parole est un sport de combat. Et sur le bout de la langue, c'était chez Lattès en 2017 et 2019. Et puis il y a aussi Petit manuel pour grand oral chez Magnard en 2019. Et donc tout récemment, Sauf qui parle, novembre 2021, quand la parole change la vie, là encore chez Lattès. Et puis vous l'avez vu sur grand ou petit écran dans les films à voix haute de Stéphane de Freitas et Lajli ou dans Banlieusard de Leila Si et Kerry James sur Netflix.
fixe. Petit conseil alors pour celles et ceux qui s'apprêteraient à passer le grand oral ou qui voudraient donner des conseils à celles et ceux qui passent le grand oral. Est-ce qu'il faut absolument, vous, dans le bouquin et dans vos autres bouquins, vous expliquer qu'il y a un certain nombre de phases de construction du discours? Alors la première phase est l'invention, la deuxième, est-ce qu'il faut vraiment suivre une sorte de mode d'emploi? Est-ce que vous recommandez cela à chaque fois ou est-ce que... Malgré tout, cette phase d'invention, elle est nécessaire. Elle aide parce bien. que c'est la recherche d'idées. Et donc, d'abord, la première chose, c'est d'avoir choisi son sujet. Bon, Là, ça, à ce à l'heure stade, qu'il est, évidemment, c'est fait. Ouais. L'avoir nourri de réflexion et aussi de conviction. Ça n'est pas seulement une tranche de cours. On demande aux élèves d'avoir un avis sur le sujet qu'ils portent et de le donner et de l'argumenter. Après, sur le moment, en effet, l'important, c'est d'avoir quelque chose de construit. Et alors, la disposition, c'est la deuxième phase. voilà, d'avoir des arguments, d'avoir comme si vous voulez, un slalom qui part d'une porte de départ, qui arrive à une ligne d'arrivée. Il faut et passer qui a chaque un parcours, porte. il faut passer chaque porte. Mais il faut surtout pas non plus en faire une montagne. En fait, la prise de parole en public, on le fait quotidiennement. Dans la vie, tous les jours, on parle avec ses amis, avec ses professeurs, avec ses parents, et c'est quelque chose en réalité d'assez banal. Simplement, là, on va le faire devant un jury. C'est très important de garder à l'esprit que l'un des deux n'est pas un spécialiste de la matière et que peut-être pour la première fois à l'école, on va connaître son sujet mieux que celui auquel on parle. Qu'un des deux au minimum. Troisième phase, l'élocution. Vous dites que les jeunes aujourd'hui, je vous cite, je ne l'ai pas vu dans le livre, mais c'était dans une interview, vous dites ils mangent leurs consonnes. Oui, ça arrive, c'est pas... C'est quoi manger les consonnes? Gravissime. Parfois, on dit parfois. Et donc, on a parfois l'impression d'un langage un petit peu évanescent ou imprécis. Il faut évidemment faire attention par rapport à la parole du quotidien, à ce qu'on soit bien précis. Il faut bien respirer, c'est très important, la respiration. C'est ce qui permet aussi de se détendre. Vous le dites, ça vous donne des exercices. Bien appris ses premiers mots, parce que c'est là aussi que ça va se jouer sur les premières impressions. C'est normal d'être stressé. On va découvrir une salle, on va découvrir des visages. Tout ça génère un stress, même si on a 20 minutes de préparation. Respiration ventrale. Oui. Par rapport à la thoracique ou à la claviculaire. Oui. Je sens tout ça n'est pas très très grave, mais surtout. C'est des petits trucs, ça peut rassurer quand même. Ne vous mettez pas dans le rouge. Ouais. Et puis, juste peut-être un conseil, une dernière chose avant d'y aller, faites-le à quelqu'un qui n'y connaît rien. Au sujet, vous voulez dire? Au sujet. Ouais. Faites-le à quelqu'un qui est complètement étranger. C'est le meilleur filtre. Même nous, pour les plaidoiries, avocats, on le fait parfois à des gens qui n'y connaissent rien. Et ce sont les meilleurs tests. Vérifier qu'ils comprennent tout ce que vous dites, finalement. Est-ce qu'ils comprennent et est-ce qu'ils sont convaincus? Le trac, comment on apprend à faire avec? Sarah Bernard disait ça vient avec le talent, mais bon. Oui, c'est une donnée. Donc c'est pas grave, mais... Non, c'est une donnée. Et juste, si ça se passe mal, dites-le. Ne faites pas semblant que ça se passe bien. Peut-être ça va se passer mal à un moment. Et le jury, encore une fois, a des consignes de bienveillance. Vous n'êtes pas là pour vous faire manger. Et donc, dites, écoutez, je vais reprendre. Je suis pas très à l'aise avec cet exercice de la prise de parole en public. Et vous avez une chance sur deux que le prof se dise, ouais, moi non plus, je suis pas très à l'aise avec la parole en public. Le cas échéant qui sourit, qui l'encourage. Oui, et qui va vous dire, vous en étiez là, voilà ce que vous vous proposiez de dire ensuite. Et donc, dites-le si ça va pas. Bertrand Perrier, vous n'étiez pas, vous l'avez dit, vous l'avez écrit, un orateur né. Vous avez dit aussi, devenir avocat a été pour moi une sorte de thérapie. Vous êtes, si c'est une thérapie, c'est qu'il y avait une sorte de maladie. Vous êtes guéri aujourd'hui? Non, on n'est jamais totalement guéri, on vit avec ses bagages. Ouais. Mais au moins, j'essaie. Il vous arrive encore d'avoir un doute, un recul, avoir une plaidoirie? Toujours. C'est pas vrai. Mais ce d'autant que dans une plaidoirie, on plaide aussi pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc la responsabilité est encore plus lourde. Les élèves, là, ils vont parler pour eux-mêmes. Et je voulais dire par rapport au TikTok qu'on a vu tout à l'heure, en fait, l'idéal du grand oral pour moi, c'est que ça tourne à une conversation d'adulte. C'est plus vraiment un examen. Ça va tourner, et notamment dans la troisième phase, cette question sur la poursuite d'études, son projet, portez-le avec simplicité. Vous n'êtes pas là, encore une fois, pour faire un grand numéro de la Comédie Française. Vous êtes juste là pour exprimer vos opinions et vos projets de jeunes de 17 ans. Bertrand Perrier, on va continuer, mais on va avoir Marie-Olivier qui va nous rejoindre pour son cours particulier. Amal, merci beaucoup. Et Marie qui va nous parler théâtre, une autre façon d'apprendre à prendre la parole. Non mais c'est bien, il était dit que je bafouillerais aujourd'hui. Je ne vais pas dire que je ne bafouille jamais, mais tout de même je bafouille rarement. Mais vous me mettez un Bertrand Perrier ici. Il a fait des... Mais ouais, non mais voilà. En fait, tout est de sa faute. Non mais voilà. Allez, cours particulier, l'interversion des fautes. Oui, c'est un vieux truc de jury, je vous apprendrai tout ça. Allez, cours particulier. Élocution, éloquence, expression corporelle et scénique. Le théâtre aussi permet de développer un grand nombre de qualités, mais aussi de surmonter des difficultés de la vie. C'est le sujet du cours particulier aujourd'hui. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et vous allez nous proposer un petit tour d'horizon d'initiative là-dessus? Tout à fait. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour d'horizon d'initiatives qui mettent le théâtre
sur le devant de la scène dans le monde, afin que des enfants puissent surmonter leurs difficultés. Et on commence par le Royaume-Uni. Exactement, en Angleterre, à Sheffield, la Whitworth's Adventures in Theatre, WAT, a été créée par Paul Whitfield, qui est dramaturge et metteur en scène de pièces pour enfants, et Gertie Whitfield, professeur de théâtre, d'anglais et de PSHE, ça veut dire Personal, Social, Health and Economic Education, donc éducation personnelle, sociale, sanitaire et économique. Et à travers leur organisation, ils proposent la pratique du théâtre à des enfants dans des écoles via des résidences d'une dizaine de jours. Ils sont notamment intervenus dans une école spécialisée à Sheffield. Tout à fait. L'école Rowan à Sheffield est une école spécialisée pour les enfants de primaire qui rencontrent des difficultés d'élocution, de langage, de parole, de communication. Et donc, en collaboration avec les enseignants, cette association a permis d'aborder la littérature, l'histoire ou l'éducation personnelle, donc des matières qui sont au programme, par le biais du théâtre, grâce à un ensemble de textes concoctés pour l'occasion. Et ça donne de bons résultats. Très bons résultats, puisque Grace Hallam, qui est une enseignante à la Rowan School, est très satisfaite. Elle a expliqué même qu'elle a développé, grâce à cette association, de nombreux outils pour sa propre pratique au quotidien. Et les enfants, évidemment, aussi ont bénéficié de ces ateliers. Ils ont pris confiance en eux, ils ont appris à prendre la parole en public, ils ont travaillé en équipe, mais aussi et surtout, ils ont fait preuve d'une grande persévérance malgré leur handicap. On reste dans le Commonwealth, petit tour en Inde maintenant, et on va parler de Velvi, qui donne des cours de théâtre aux enfants autistes. Exactement, tout à fait. Le fondateur de l'association Velvi est parti d'un constat, et on en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup du contact qui passe par les yeux, le regard. Et en fait, il a constaté que les enfants autistes regardaient rarement dans les yeux pour rester un peu dans leur bulle et se protéger du monde extérieur, ce qui pouvait freiner la communication avec leurs proches. Eh bien, il a décidé d'utiliser le masque du théâtre pour les faire communiquer. Regardez. When I wear a mask, all the peripheral vision is cut off. My eyes are focused on you. So, necessarily I have to see you. This technique brought about a lot of change for children with autism. Children began to bond well with the parents. Children began to look at the parents' face for the first time. Drama for Autism, which is the primary principle of Velvi, has crossed borders, boundaries, and reached many cultures. There are many theatre forms in India where actors don't speak at all. The actor's body speaks. So we started training these children with autism to be aware of their body, speak with their body. We are trying to help these children and young people with autism through rehearsals. So we rehearse everything for these children, the basic social situations. So these rehearsals help them to prepare for their life. Belle expérience en Inde. Marie, on revient en France maintenant avec le théâtre comme manière de surmonter une autre forme de difficulté, la pauvreté. Oui, l'association Clowns sans frontières organise depuis quelques années des ateliers d'initiation en partenariat avec l'association Les Enfants du Canal, donc association de lutte contre l'exclusion des personnes sans abri, mal logées et qui vivent en bidonville. Et suite à ces ateliers l'an dernier, les jeunes et les artistes de Clowns sans frontières ont fait une déambulation festive dans un centre d'hébergement des familles issues des bidonvilles. C'était une manière pour ces jeunes de partager en fait ce qu'ils avaient appris et de transmettre aux enfants. Et de rendre quand même cette idée de rendre à chaque fois. Marie, merci beaucoup. Bertrand Perrier, belles expériences. Vous êtes devenu comédien à un moment. Non, je n'ai jamais été comédien précisément parce que À Voix Haute est un documentaire, donc c'est là. Oui, ça le documentaire. Mais ce que je les banlieusards. Banlieusards, oui, mais c'est quand même pas non plus un petit rôle déterminant. Ce que je veux dire, c'est que dans les initiatives comme ça autour de l'éloquence pour la jeunesse, après-demain, mercredi, je vais participer, ça me plaît beaucoup, au jury de la finale des Petits Champions de la lecture. Les Petits Champions de la lecture, c'est un concours de lecture à voix haute pour les CM1, CM2. Et donc, ils vont après-demain, avec Christophe Barbier, présentateur, monter sur la scène de la Comédie Française pour lire de la littérature jeunesse avec les auteurs qui le lisent. C'est une expérience formidable. Ils ont été sélectionnés partout en France. Moi,
j'ai fait un atelier à Paris, mais partout, chaque région a son champion. Ils sont 14 et ils viendront après-demain nous éblouir à la Comédie Française. Superbe. Eh bien, on sait quoi faire. Alors, Marie, merci beaucoup. Bertrand Perrier, merci beaucoup. Merci. Donc, rendez-vous à Rouen, rendez-vous à la Comédie Française. Rendez-vous dans vos nombreux livres, dont Sauf qui parle quand la parole change la vie, paru chez Lattès, comme l'ensemble de vos ouvrages. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe. Au maquillage, Emma Razafin-Dralambeau. En régie, Marine Plantec, qui s'occupe aussi des sous-titrages, assistée par Charles Fontaine. Au son, Saïd Mamou à la réalisation. Raphaël Morel, vous restez évidemment sur School TV. Et nous, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.